Bon, alors je vais commencer par faire ma déclaration de conflit d'intérêts, puisque j'ai reçu des financements pour des recherches et des honoraires de la part du laboratoire Genzyme, et que je suis membre du Pompe Disease Advisory Board pour Genzyme Corporation également. En introduction, je vous ai dit qu'on n'allait pas parler de la clinique, mais j'ai quand même deux diapositives que j'aimerais vous présenter. Cette première qui résume les tableaux cliniques de ces patients. Et je voudrais soulever une question. On parle beaucoup de continuum maintenant dans la maladie de Pompe. Quand on voit les dernières publications, on dit que la maladie de Pompe, c'est un spectre clinique qui va de l'enfance à l'adulte. Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui a été décrite initialement dans des formes pédiatriques, et le nom de maladie de Pompe a été resté très longtemps réservé aux maladies du nourrisson, qui comporte une atteinte cardiaque très sévère, une hypotonie, et qui conduit au décès dans les premiers mois de la vie. Et c'est seulement dans les années 1970 qu'on a découvert la forme de l'adulte de la maladie de Pompe, qu'on appelait alors déficit en maltase acide, qui est en fait, bien entendu, toutes ces maladies sont liées au même déficit enzymatique en alpha-glucosidase acide. Et le tableau clinique s'explique par des niveaux différents de déficit enzymatique, les formes les plus graves correspondant à des déficits profonds et à des mutations délétères, et les formes de l'adulte correspondant à des déficits moins importants et des mutations moins délétères. Cela dit, dans une pratique clinique courante, on a quand même affaire globalement à deux maladies bien différentes, distinctes, la forme du nourrisson, létale dans la première année de la vie, et puis la forme de l'adulte qui la plupart du temps apparaît après l'âge de 20 ans. Vous voyez ici un patient avec une atteinte des ceintures, une atteinte respiratoire quand on mesure la capacité vitale qui est très diminuée. Ici, un patient qui a un tableau très particulier de rigid spine syndrome et qui, lui, n'a pas d'atteinte respiratoire du tout, comme quoi il peut y avoir des patients également sans atteinte respiratoire. Et ici, un patient avec une atteinte sévère, à la fois musculaire et respiratoire. Et puis, entre les deux, vous avez aussi des formes dites juvéniles, qui sont moins fréquentes que les adultes, mais qui ne sont peut-être pas si exceptionnelles que ça, qui se présentent comme des myopathies à début précoce dans les premières années de la vie, mais jusqu'à l'adolescence, qui peuvent comporter une atteinte respiratoire, comme chez ce garçon, et qui peuvent également comporter une atteinte cardiaque, alors que chez l'adulte, il n'y a jamais d'atteinte cardiaque. Donc, spectre clinique, oui, mais quand même, grande différence de tableau clinique, malgré tout. Et puis, deuxième chose, la biopsie musculaire. Là aussi, on a tendance maintenant à laisser un peu de côté la biopsie musculaire pour deux raisons. D'une part, parce que chez l'enfant, on ne fait plus de biopsie musculaire. Quand on pense à une maladie de Pompe, on fait le dosage enzymatique directement, ce d'autant plus que la biopsie chez l'enfant peut être très dangereuse. Il faut faire ça sous anesthésie générale chez un nourrisson. Ces biopsies musculaires, quand elles étaient faites, montraient une très importante vacuolisation de la quasi-totalité des fibres, avec une grosse surcharge au PAS. Et puis, chez l'adulte, c'est quand même la biopsie musculaire qui, dans les années 1970, ont permis de découvrir la forme de l'adulte de la maladie de Pompe, avec la mise en évidence également de vacuolisation des fibres, mais dans un nombre plus restreint de fibres musculaires, avec également une accumulation au PAS. Mais on sait que parfois la biopsie musculaire peut être en défaut, elle peut être normale, probablement en particulier parce qu'il y a des problèmes de variabilité suivant les secteurs qu'on biopsie. Donc on a également tendance maintenant à plus faire de biopsie musculaire et aller directement au dosage enzymatique quand on pense à la maladie chez l'adulte. Mais peut-être qu'il faudra en revenir à ces analyses de biopsie pour essayer de comprendre les problèmes de réponse au traitement, et ce dont je voudrais parler un petit peu plus tard. Alors, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, première partie là, de ma présentation, les effets à long terme de l'enzymothérapie substitutive. Je pense d'ailleurs qu'on ne peut pas encore parler réellement d'effets à long terme, mais plutôt à moyen terme. L'histoire de l'enzymothérapie, elle remonte maintenant à plus de 15 ans, avec depuis, en 1996, production pour la première fois d'enzymes recombinantes en Hollande à partir de lait de lapine transgénique, puis très rapidement une production industrielle à partir de cellules ovariennes de hamster a pu être mise en œuvre, et c'est ce qui a permis la production à grande échelle d'enzymes recombinantes, et ce qui a permis les essais chez les enfants d'abord, puis chez les adultes. Les premiers essais pédiatriques
date de 1998-1999, et c'est à partir de ces essais qu'on a pu mettre en évidence une très nette réponse thérapeutique chez les nourrissons, avec une amélioration de la survie, une amélioration de la cardiopathie. Donc ces essais étaient extrêmement encourageants. Première publication en 2000. Et puis, par la suite, les essais ont porté sur les formes juvéniles, puis tardives, les formes de l'adulte, avec une première publication sur 3 cas de formes juvéniles en 2004, là encore par l'équipe hollandaise qui a œuvré dans toutes les premières études concernant l'enzymothérapie. Et puis en 2006, l'enzyme recombinante a été commercialisée aux États-Unis et en Europe sous le nom de Myozyme. Et l'on parle également de la molécule, c'est l'alglucosidase alpha. Alors je vous résume ici les bénéfices, les effets de l'enzymothérapie dans les différentes formes de la maladie avant d'aborder les données plus récentes sur l'effet à moyen ou long terme. De façon donc spectaculaire, on assiste à une régression très fréquente de la cardiomyopathie, alors quasi constante, mais pas constante, et ça on va en voir certainement des exemples après. Mais cette amélioration très importante de la cardiopathie chez les enfants a été extrêmement encourageante et stimulante initialement, avec également, dans les premiers essais pédiatriques, une mise en évidence d'une amélioration très nette de la survie. Et il y a eu 2 grands essais pivots. L'un comportait des enfants traités avant l'âge de 6 mois et l'autre après l'âge de 6 mois. Et dans l'étude qui a traité des enfants, des nourrissons avant l'âge de 6 mois, donc précocement, on a constaté une amélioration de la survie de 100% par rapport à des groupes de cohortes historiques. La survie n'est pas non plus le seul objectif, parce que l'objectif, c'est quand même d'obtenir également une amélioration clinique, motrice et respiratoire. Donc il faut aussi s'attacher aux détails de l'amélioration musculaire. Et là, il faut noter que l'amélioration motrice est quand même inconstante, puisque sur 18 enfants étudiés dans cette étude, 11 seulement avaient une amélioration motrice, et 7 sur ces 18 avaient une marche indépendante à l'issue de l'étude. 4 sur les 11 tenaient assis sans aide, mais ne marchaient pas. Et par contre, donc, il n'y avait pas d'acquisition motrice chez 7 patients, 6 étaient ventilés et 3 de façon invasive. Donc il y a l'aspect positif de ces enfants qui survivent, de la régression de la cardiopathie dans un bon nombre de cas, d'une amélioration motrice chez un tiers des enfants à peu près, mais une autre partie de ces enfants évolue malheureusement mal. Chez les adultes, on dispose, il y a eu beaucoup d'autres essais par la suite, mais je vous montrais celui-ci qui, à mon avis, est assez exemplaire et didactique. Chez l'adulte, il y a eu un seul essai qui avait le mérite d'être un essai randomisé en double aveugle, ce qui n'était pas possible chez les nourrissons pour des raisons éthiques, bien entendu. Et l'essai qui a été mené chez les adultes, sur 90 patients, a consisté à traiter les patients pendant 18 mois et a montré une amélioration du test de marche de 6 minutes, de 25 mètres, versus une dégradation d'environ 3 mètres pour les patients non traités, sachant que dans cette étude, les patients étaient tous ambulatoires. Ils pouvaient être ventilés, mais seulement de façon non invasive. Donc il n'y avait pas de patients au fauteuil roulant. Il n'y avait pas de patients non plus très légers. Et sur le plan respiratoire, c'est le principal critère de gravité, de risque vital chez l'adulte, eh bien, on assiste à une stabilisation de la capacité vitale assise, plus 1,2% dans le groupe traité. Une troisième étude, un troisième groupe de patients a été étudié, mais pas encore publié, par l'équipe de l'hôpital Raymond Poincaré. C'est une étude qui a étudié 5 patients sévèrement touchés au fauteuil roulant, ventilés quasiment 24 heures sur 24 et trachéotomisés pendant 1 an. Et point intéressant, il a été observé une légère amélioration des pressions diaphragmatiques et du temps que les patients pouvaient passer sans ventilateur chez 3 patients sur 5. Donc
l'impression que l'enzymothérapie pouvait aussi avoir une certaine efficacité, même dans des groupes de patients très sévèrement touchés. Donc ce graphe vous montre les résultats spectaculaires qu'on voit dans les essais pédiatriques. Avec la courbe de Kaplan-Meier, vous voyez la survie spontanée qui est donc catastrophique, puisque à partir d'1 an, presque tous les enfants sont décédés dans les cohortes historiques, alors que dans ce protocole, enfants traités de moins de 6 mois, 100% étaient encore en vie à 18 mois, et quand on prenait la survie à 42 semaines, il y en avait 72% encore qui étaient en vie. Les résultats maintenant, pour que vous visualisez bien les choses, des essais, de principal essai chez l'adulte, eh bien, il y a deux graphes. Il y a le graphe du test de marche de 6 minutes, et chose qui est quand même très importante, c'est de voir qu'en fait, le maximum de l'amélioration a été obtenu au bout de 6 mois, et que les patients restent ensuite en plateau. Donc il y a un gain global de 25 mètres, mais avec un plateau. Et donc la grande question est de savoir si à l'avenir ce plateau va continuer, si les patients vont rester stables ou éventuellement se détériorer. Et pour l'instant, on ne le sait pas très bien. Et sur le plan respiratoire, vous avez cette courbe avec une amélioration très légère, donc plutôt une stabilité probablement de l'atteinte respiratoire quand on compare au groupe sous placebo qui se dégrade de 2,2% de capacité vitale. Alors pour les effets cliniques à long terme, ces essais finalement datent de quelques années, donc on ne peut pas encore vraiment parler de long terme. Il faut toujours distinguer donc les deux groupes de patients, les enfants et les adultes, mais peut-être également et probablement également les formes juvéniles, puisque ces formes juvéniles, quand elles sont prises plus précocement, répondent peut-être mieux au traitement que les formes de l'adulte. Alors pour les nourrissons, il y a maintenant des nourrissons qui ont été traités depuis près de 10 ans. Il y a quelques publications, je ne les ai pas toutes reprises. On va rediscuter du problème en fait de nourrissons qui sont non répondeurs, probablement parce qu'ils développent des anticorps à des taux très élevés. Donc il y a en gros des nourrissons répondeurs et d'autres qui ne sont pas répondeurs et qui décèdent et qui évoluent très mal. Mais parmi les nourrissons et les enfants répondeurs, il y a quand même de grandes interrogations sur l'évolution de la maladie musculaire sous traitement. Et quand on écoute dans les congrès Hans van der Plug, qui a quand même une énorme expérience, on voit qu'il persiste une atteinte motrice sévère chez beaucoup d'enfants. Et là, donc, au congrès de Londres, elle nous a montré une diapositive où elle reprenait 16 cas de forme infantile classique, donc des nourrissons qui sont traités depuis de nombreuses années. Et quand on regarde sa diapositive, eh bien, au bout du compte, il y en a 4 seulement qui marchent et qui ne sont pas sous ventilation. Et donc, les autres enfants ont quand même toujours une atteinte musculaire relativement sévère. Et on peut un petit peu s'inquiéter sur leur évolution parce que ce qu'on entend aussi, c'est que ces enfants développent des symptômes qui ne sont pas classiques, à savoir une dysphagie, une voix nasonnée, des troubles de l'audition dont Sabrina vient de parler, une atteinte musculaire distale qui fait envisager éventuellement une composante neuropathique peut-être démasquée, et puis peut-être une atteinte du système nerveux central. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un papier récent qui mentionne une atteinte du système nerveux central chez un enfant traité au bout de plusieurs années. Donc beaucoup de questions, à mon avis, qui ne sont pas encore résolues. Et en ce qui concerne les formes juvéniles et adultes, on a l'impression plutôt d'une stabilisation ou d'un ralentissement de l'évolution de la maladie, mais tout ça reste à démontrer. Je vous cite ici 3 articles que j'ai revus, qui sont sortis très récemment, pour illustrer ces évolutions un petit peu plus prolongées, ces suivis plus prolongés. Un papier de l'équipe hollandaise qui concerne des formes juvéniles, 5 patients traités entre l'âge de 6 ans et de 15 ans, papier publié récemment dans Neuromuscular Disorder. Et si on analyse les 2 paramètres qui nous intéressent, à savoir la force et la capacité vitale, en ce qui concerne l'évolution de la force, il y a eu une étude de dynamométrie, de handheld dynamométrie, qui montre chez tous ces enfants une amélioration de la force. Donc ça, c'est un point positif et encourageant. Néanmoins, il ne faut pas oublier que c'est des enfants et que la croissance s'accompagne d'une amélioration de la force. Donc, ce qui souligne bien dans l'article, c'est qu'on manque de groupe contrôle et qu'il est normal que, de toute façon, la force s'améliore physiologiquement. Donc, clairement, il y a une
une absence de détérioration, ça c'est évident, donc l'enzymothérapie a probablement un effet, mais quantifier le degré de l'effet chez un enfant en croissance, c'est quelque chose qui est difficile. Et sur le plan de la capacité respiratoire, sur ces 5 enfants, 2 avaient une CV normale qui ne bouge pas, 3 avaient une CV diminuée, et un des 3 enfants avec une capacité vitale diminuée a une amélioration de cette capacité vitale. Donc les résultats de l'exploration respiratoire, là aussi, sont très encourageants et vont dans le sens d'une stabilisation et d'une amélioration chez un des enfants, donc dans des formes juvéniles. Dans les formes de l'adulte, je vais vous citer 2 papiers. Il y en a très peu, hein, en dehors de l'essai Lotz, mais je pense que plusieurs papiers maintenant vont sortir, puisque chaque pays veut publier sa propre expérience. Je mentionne ce papier qui est en fait une étude sur 1 an, donc ce n'est pas réellement une étude à long terme, mais c'est un papier qui a été publié par l'équipe allemande sur un groupe important de patients adultes, 44 patients, 7 au fauteuil roulant, 22 ayant réalisé le test de marche de 6 minutes, avec une capacité vitale moyenne de 69%. Ce qui est intéressant, c'est de voir les résultats du test de marche de 6 minutes qui vont aussi dans le sens d'une amélioration globale. 341 mètres au départ, c'est à peu près la moyenne du test de marche de 6 minutes des patients inclus dans l'essai Lotz. Ils avaient à peu près 300-350 mètres en moyenne de test de marche, sachant que physiologiquement, un patient, un sujet normal peut marcher 600 mètres ou plus à ce test de marche de 6 minutes. Donc 300 mètres, c'est un patient ambulatoire avec des difficultés modérées. Et l'amélioration en moyenne chez ces patients était jusqu'à 393 mètres au bout d'1 an de traitement. 5 de ces patients avaient en plus été pris en charge par un programme de réentraînement à l'effort sur bicyclette. Et de façon intéressante, dans l'article, on mentionne que ces 5 patients étaient ceux qui s'étaient le plus améliorés sur le test de marche de 6 minutes, donc argument en faveur d'un intérêt de l'exercice en addition du traitement. Les autres examens, c'était notamment le testing manuel, la stabilité, pas d'amélioration, et la capacité vitale qui était restée stable dans ce groupe de patients. En fait, donc, la seule étude qui rapporte des patients traités plus longtemps que les Lotz, c'est, je pense, cette étude italienne qui vient d'être publiée dans le Journal of Inherited Metabolic Disorder. 24 patients, 7 formes juvéniles et 17 adultes. Donc l'intérêt de ce papier, c'est qu'il y a des formes juvéniles. C'est des patients qui ont été traités sur 3 ans. Donc on rapporte dans ce papier les résultats sur 3 ans, avec notamment le résultat de tests de marche de 6 minutes et des données respiratoires. Les auteurs concluent à une amélioration du test de marche chez tous les patients, amélioration plus importante, plus nette dans les formes juvéniles que dans les formes de l'adulte, et ils mentionnent également un effet plateau, et c'est à partir de la première année qu'on a l'amélioration maximale. Vous voyez par exemple dans ce groupe, en fait ils ont divisé en 2 sous-groupes en fonction du score de Walton modifié, puisque ce n'est pas en fait le score de Walton tel qu'il avait été décrit par Walton-Germin. Dans le groupe des patients les plus sévères, on a une amélioration très claire en plateau, mais qui s'arrête à partir d'1 an. Et sur le plan respiratoire, stabilité également de la capacité respiratoire, mais par contre, et c'est intéressant, on mentionne une réduction du temps de ventilation, de la durée de ventilation, en moyenne de 14 heures à 8 heures. Mais je pense qu'il y a une analyse à faire de ces problèmes respiratoires et qui va sans doute être soulevée plus tard par le professeur Lefazo, car il y a beaucoup de paramètres qui peuvent intervenir dans la réduction du temps de ventilation. Et quand on lit ce papier, on a du mal à comprendre exactement ce qui se passe. Notamment, un patient ou 2 ont pu être complètement sevrés de la trachéotomie et de toute ventilation de manière assez spectaculaire. Et on se demande s'il n'y a pas d'autres facteurs surajoutés qui ont pu rentrer en ligne de compte. Et chez les patients français, on a commencé donc à faire un travail, mais qui n'est pas encore complètement finalisé. On a commencé donc à reprendre les patients qui ont été suivis à l'Institut de myologie, en attendant de reprendre l'ensemble de la cohorte de patients français. Et donc on a étudié les patients qui ont été traités plus de 18 mois, là encore par référence à l'essai Lotz, pour voir quelle était l'évolution de ces patients sur le long terme. Et donc, on avait colligé des données de 26 patients adultes, traités en moyenne 37 mois, donc à peu près 3 ans, entre 24 mois et 54 mois.
Et quand on analyse, là encore, les principales données musculaires respiratoires, sur le plan musculaire, le test de marche de 6 minutes s'améliore, là encore, dans les premiers 18 mois, avec une amélioration de 24 mètres en moyenne. Mais quand on fait la pente moyenne sur toute la durée du traitement, jusqu'à plus de 3 ans, eh bien, elle est de moins 4 mètres par an. Donc, peut-être, là encore, une dégradation, après un premier palier d'amélioration, une diminution par la suite de l'effet de l'enzymothérapie. Et on voit à peu près les mêmes choses avec quand on calcule les pentes moyennes du testing musculaire et du QMT, puisque vous voyez que la pente moyenne à l'issue de toute cette période de traitement est moins bonne que dans les 18 premiers mois. Et, pour analyser les résultats respiratoires, on avait pris le parti de subdiviser les patients en 3 groupes. Un groupe de patients non ventilés, un groupe de patients sous VNI et un groupe de patients trachéotomisés. Et là encore, on a calculé la pente de dégradation ou d'amélioration de la capacité vitale. Et vous voyez que la pente de la CV est de moins 4,9 millilitres, donc quelque chose de très très léger chez les patients non ventilés, alors qu'elle est de moins 72 chez les patients ventilés au masque et de moins 115 chez les patients sous ventilation invasive. Donc on a l'impression que les patients les moins sévèrement atteints sur le plan respiratoire sont stables ou se dégradent très peu, alors que les patients les plus sévèrement touchés continuent à se détériorer. La CV continue à se dégrader sous enzymothérapie. La question étant de savoir si ces patients n'étaient pas traités, si la dégradation serait plus rapide. Et par contre, les pressions inspiratoires, les MIP, que vous voyez ici, ne bougent pratiquement pas. Donc, ce qu'on a un peu de mal à expliquer, ces patients n'ont pas d'aggravation, ils sont stables, par contre, sur le plan de l'exploration des pressions inspiratoires. Et dernier élément qu'on a essayé d'étudier, c'est l'aspect fonctionnel. Parce que le problème de toutes ces études, c'est qu'on a des paramètres quantifiés, mais qui ne sont pas un reflet de la qualité de vie. Et on a aussi besoin d'avoir une idée de l'amélioration fonctionnelle au quotidien des patients. Donc, on a encore peu d'outils, finalement. Donc, on en revient toujours à des évaluations qui sont un peu ce qu'on a dans le score de Walton ou de Boston. Et quand on subdivise les patients en groupes de patients marchant avec canne, avec rollateur, fauteuil roulant, intermittent ou permanent, eh bien, globalement, on s'aperçoit que les patients ne changent pas de groupe. Ce qui va, là encore, dans le sens d'une stabilisation. Il y a 3 exceptions. Il y a un patient qui était au fauteuil roulant qui marche sans aide, mais il faut mentionner que c'était un patient qui était aussi trachéotomisé et que quand il a commencé à être traité, il était dans des conditions très mauvaises, il sortait de réanimation, il était très fatigué. Et donc, il y a eu un ensemble des événements extérieurs plus l'enzymothérapie qui ont permis certainement cette amélioration. Et 2 patients qui perdent 2 points, qui descendent dans ces scores. Mais là encore, il y a des facteurs intercurrents. Une patiente qui avait un traumatisme rachidien, une autre qui avait une intervention chirurgicale. Donc, il n'est pas du tout sûr qu'il y ait une dégradation due au manque d'effet de l'enzymothérapie. Donc, sur cette durée de traitement, on a une impression sur un plan fonctionnel là, que les patients ne se sont pas dégradés, mais pas améliorés non plus. Donc là, il me reste peu de temps, je m'aperçois, pour parler des facteurs pronostiques et des biomarqueurs. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc clairement, il y a des obstacles et des limites à l'efficacité de l'enzymothérapie. Alors on sait déjà, on connaît déjà la plupart des causes, mais il faut pouvoir essayer de mieux analyser les raisons pour lesquelles dans chez tel ou tel patient ou tel groupe de malades, la réponse est plus ou moins bonne. Il ne faut pas oublier que l'enzyme est délivrée dans la voie systémique et est essentiellement captée dans le foie. Donc en fait, il y a une très faible fraction de l'enzyme qui parvient dans le muscle. De surcroît, cette enzyme parvient dans les lysosomes via des récepteurs mannose-6-phosphate et le muscle squelettique a relativement peu de récepteurs et l'affinité est incomplète, ce qui limite là également la pénétration dans le muscle. Et puis, il y a d'autres facteurs de réponse au traitement. Clairement, les facteurs cliniques de précocité de traitement et d'âge au début du traitement et de sévérité donc de l'atteinte au début du traitement.
On sait également que les organes cibles ont une réponse différente, et en particulier le cœur répond nettement mieux, donc c'est pourquoi les nourrissons répondent bien sur le plan cardiaque. Et puis la réponse immunitaire a certainement un rôle important chez les enfants, mais peut-être également chez l'adulte. Et dernier élément qui est en train d'émerger, c'est le rôle de l'autophagie, de l'activation de l'autophagie, qui est probablement un facteur limitant de l'effet de l'enzymothérapie. Donc la réaction immunitaire, François Feuillet va en parler tout de suite après. Un mot, donc cette réaction immunitaire dépend chez le nourrisson en grande partie de la présence ou non d'enzymes sur le Western blot, et on parle d'enfants crime positif quand ils ont encore de l'enzyme sur le Western blot, ou crime négatif quand ils n'en ont plus. Ça correspond en général aux formes les plus sévères. Et des travaux maintenant, notamment de l'équipe de Priya Kishnani, ont très bien montré que les enfants crime négatif avaient une très mauvaise réponse au traitement, et même sans traitement avaient une évolution beaucoup plus grave que les patients crime positif. Donc ça, c'est les courbes de Kaplan-Meier. Vous voyez bien la différence entre les crime positifs et crime négatifs. Et ça s'explique par le fait que les enfants crime négatifs développent des taux d'anticorps beaucoup plus élevés que les enfants crime positifs. Donc actuellement, la question pour essayer de surmonter ce problème de production d'anticorps est de mettre en œuvre des traitements immunosuppresseurs. Et toujours la même équipe de Priya Kishnani a démontré dans un short report paru dans le New England que lorsqu'on mettait en œuvre une immunomodulation très forte avec du rituximab, du méthotrexate et des immunoglobulines, on arrivait à casser cette production d'anticorps que vous voyez ici, et donc à permettre ensuite à l'enzymothérapie d'avoir une efficacité, puisque ces patients, cet enfant et d'autres peuvent s'améliorer après lorsque l'on a pu réduire la production d'anticorps. Et chez l'adulte, peut-être que ce problème se pose également, mais c'est pour l'instant encore difficile de répondre à cette question. Il y a un papier qui est sorti récemment qui rapporte une observation d'adultes qui se dégradent sous traitement. Vous voyez, le début de l'enzymothérapie, la force musculaire diminue sous traitement, contrairement à l'amélioration et au plateau qu'on observe dans les publications déjà publiées. La capacité vitale chez ce patient également se dégrade sous traitement. Et vous voyez apparaître un taux d'anticorps, pardon, c'est ici, un taux d'anticorps important, et des études d'analyse de la capture des anticorps dans les fibroblastes a montré qu'il y avait une inhibition de l'uptake, de la capture de l'anticorps. Et donc l'hypothèse qui est formulée dans ce papier, c'est que peut-être que également chez les adultes, dans certains cas, une production importante d'anticorps inhibant la capture de l'enzyme pourrait être un obstacle ou freiner la réponse à l'enzymothérapie. L'autre élément très important dans la réflexion, c'est le rôle de l'autophagie. Et ça, les travaux de Nina Raben, à mon avis, nous éclairent de plus en plus. Ces travaux sont très, très intéressants, sont basés en fait sur des très belles analyses, très belles études morphologiques, avec des marqueurs de l'autophagie qui sont un marqueur qui s'appelle LC3, qui est un marqueur des autophagosomes, et en parallèle des marqueurs du lysosome, des anticorps anti-LAMP. Et ce que nous montre Nina Raben, c'est donc ces marquages étudiés par immunofluorescence, où on peut voir, vous voyez, alors en plus c'est très joli en 3 dimensions, on voit à l'intérieur de la fibre, surtout dans la partie centrale, l'apparition de ce processus, le développement du processus d'autophagie, et avec le rapport des marquages lysosomaux et autophagie, on peut voir la proportion du processus de phagocytose versus l'hypertrophie lysosomale, qui finalement varie en fonction de l'âge des patients, probablement, et en fonction peut-être de l'évolution sous traitement. Et dans un papier donc très récent, Nina Raben a montré que l'autophagie s'accroissait avec l'âge. Dans les formes, ça c'est des souris, chez des souris, on voit la désorganisation
ici avec des aspects très sombres qui sont des trous constitués avec ces processus autophagiques. Et on s'aperçoit que chez les adultes, le processus autophagique est probablement plus important ou prend le pas sur le processus lysosomal. Et donc là, on reprend ce que Claude, vous avez présenté tout à l'heure. Les conclusions étant donc que cette accumulation autophagique peut devenir prédominante chez les enfants traités, ce qui peut être un obstacle à la poursuite de l'amélioration des enfants, et peut-être également prédomine chez l'adulte, et d'où l'importance de développer des traitements contre l'autophagie, sachant que pour l'instant, il n'y a pas de molécules à notre connaissance qui permettent d'être utilisables dans des essais thérapeutiques. Et dernière chose, donc les biomarqueurs. Donc là, je vais aller très vite parce que je suis en retard. Il y a essentiellement un biomarqueur, puisque pour le terme de biomarqueur correspond à des critères biologiques, qui est le GLC4 urinaire. Donc il y a des produits de dégradation du glycogène dans le sang et dans les urines. Et ce que l'on peut doser le plus aisément, c'est le GLC4 urinaire. Donc c'est un tétramère de glucose. Et ce GLC4 urinaire est élevé dans la maladie de Pompe, mais aussi dans d'autres glycogénoses. Chez les enfants, il semble que ça puisse être un bon marqueur. Et donc, vous voyez ici une amélioration du GLC4, enfin une augmentation du GLC4 urinaire chez un enfant qui ne répond pas bien au traitement. Et par comparaison, une diminution du taux de GLC4 urinaire chez un enfant traité. Donc, c'est un marqueur très important pour le suivi thérapeutique chez l'enfant. Mais il faut probablement également le faire chez l'adulte. Ce sont des dosages qui sont relativement simples à faire, mais pas forcément simples à analyser. Vous voyez ici que c'est donc des dosages qui sont effectués en France par Monique Pirot. Vous voyez ici des résultats obtenus chez les adultes, où on voit que les taux sont en général pas très élevés, d'où la difficulté de constater une amélioration. Mais là, par exemple, vous voyez un patient adulte chez qui on avait pu voir des taux relativement élevés, qui a eu une interruption de traitement, je ne sais pas très bien pour quelle raison, une réascension du taux de GLC4 urinaire, et après reprise du traitement, une nouvelle diminution du taux de GLC4. Donc ça, c'est un exemple où ce biomarqueur peut avoir un intérêt dans le suivi, mais il faut certainement beaucoup plus d'analyse pour pouvoir savoir quelle est la valeur, la fiabilité et l'intérêt en pratique clinique de cette surveillance de GLC4. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pris trop de temps. Donc en conclusion, par rapport donc à la question de l'effet de l'enzymothérapie à long terme, vous voyez qu'on a encore beaucoup de questions et peu de réponses. Il faut donc certainement mieux connaître les facteurs pronostiques ou prédictifs de l'évolution de ces patients sous traitement, si cela est possible. Il y a actuellement un modèle mathématique permettant de calculer peut-être la réponse au traitement qui est proposé en Hollande. L'étude de l'autophagie semble très intéressante. Est-ce que c'est transposable à la clinique? Est-ce qu'il y aura un intérêt de faire des biopsies musculaires pour étudier mieux l'autophagie chez certains patients, par exemple, qui ne seraient pas bons répondeurs? Pourquoi pas? L'étude de la réponse immunitaire est également certainement très importante. Et puis, bien évidemment, il faut essayer de développer les biomarqueurs, puisqu'on voit que la clinique, notamment chez l'adulte, parfois est difficile et la réponse clinique est difficile à évaluer. Donc, on a envie d'avoir des supports biologiques ou même radiologiques. Hein, et c'est l'intérêt de la spectroscopie IRM ou de l'imagerie musculaire. Et je termine donc en remerciant l'ensemble du réseau et de tous les collègues avec qui je travaille dans le cadre du réseau des maladies neuromusculaires, dans le but justement de colliger et de continuer à analyser la réponse au traitement des patients atteints de maladies de Pompe. Et donc il y a un très gros travail qui est en cours de collecte de données dans le registre français de maladies de Pompe. Donc j'en profite pour remercier Dalil Amroun, Kenza Laloui et Najib Tawakt qui travaillent à l'Institut de myologie pour faire fonctionner ce registre, en espérant qu'on arrive à avoir maintenant des résultats analysables et publiables pour avoir les réponses aux questions qu'on se pose tous. Excusez-moi pour le retard. Merci.